Bonsoir à tous. Voilà 3 ans, l'affaire a fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi une grande partie de l'entreprise française Alstom est-elle passée sous pavillon américain? C'est la question que nous allons nous poser ce soir dans Droit de Suite. Pour commencer, guerre fantôme, la vente d'Alstom à General Electric. Un documentaire, une enquête qui nous plonge au cœur d'une guerre économique sans merci. Malgré les coups de menton d'Arnaud Montebourg, alors ministre de l'économie, la France plie et laisse filer un secteur hautement stratégique de l'autre côté de l'Atlantique. Pourquoi cette forme d'impuissance de l'État français? Avait-il seulement le pouvoir de contrecarrer l'offensive de l'entreprise américaine? Des réponses éclairantes et souvent dérangeantes, vous allez le voir, figurent dans ce film. Bon doc, et je vous retrouve juste après avec son co-réalisateur David Gendreau, les députés Laure de la Raudière et Gilles Legendre et la journaliste Bertille Bayard pour s'interroger sur le dessous des cartes de l'affaire Alstom. 24 avril 2014. À bord de son jet privé, un patron heureux. Il vient de réussir un gros coup. Entamer en secret la vente d'une des plus grandes entreprises françaises. Mais avant même d'atterrir au Bourget, il déchante. L'accord a fuité, révélé par la presse. Il va devoir se justifier, mais il est pris de court. Surtout, il sait qu'au gouvernement, un homme l'attend de pied ferme. Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, le somme de s'expliquer. Comment a-t-il osé vendre sans consulter l'État? Il doit annuler. Le PDG refuse et brandit la menace d'un plan social. Le ton monte. Le ministre lui rappelle qu'il a déjà fait plier d'autres patrons et leurs grands rêves. Lui sera le prochain. Ce bureau, ce ministère, c'est la dernière fois qu'il y met les pieds. Ce café est celui d'un condamné. 2 mois plus tard, à l'issue d'un duel acharné, les 2 hommes se retrouvent. Même bureau, mais autre ambiance. Le ministre se tient là, debout et droit, mais il est sonné et vaincu. Il a perdu son bras de fer avec le PDG. Sa défaite est aussi celle de la France. Ce PDG, c'est Patrick Cron. L'entreprise vendue à l'Amérique, au mépris de l'État français, c'est Alstom. Une vente conclue dans des conditions dignes d'un roman d'espionnage, loin des regards et de l'opinion publique. Une vente qui porte un coup terrible à l'industrie française et à son indépendance énergétique. Aujourd'hui, un silence assourdissant plane sur cette véritable affaire d'État. Alstom, c'est d'abord la ville de Belfort. L'entreprise y est née en 1872 et a depuis littéralement façonné son territoire. D'abord baptisée SACM, Société Alsacienne de Construction Mécanique, elle adopte le nom d'Alstom en 1928 lors de sa fusion avec la compagnie française Thomson Houston. Alstom participe dès lors à de grandes œuvres françaises. Elle conçoit la propulsion du Normandie, alors paquebot le plus rapide du monde, et fait passer sous les Pyrénées la ligne de train reliant l'Espagne à la France. Puis, elle construit les turbo-alternateurs de la plus grosse centrale électrique du monde, à Gennevilliers. Mais pour la population de Belfort, Alstom est bien plus que cela. Cette ville a été créée par Alstom. Il y a eu des extensions urbaines considérables, la création d'un faubourg, le faubourg des Vosges, dit faubourg des coups de trique. C'est les cités d'Alstom, ou dites cités alsaciennes, qui développent des habitations bon marché dans un partenariat public-privé. C'était une innovation pour l'époque, où les gens pouvaient avoir des conditions de vie sur le plan sanitaire qui étaient idéales par rapport à ce qui était vécu à la campagne, d'où d'ailleurs un exode rural. Donc Belfort devient une cité industrielle à partir de ce moment-là. Et ça formate les esprits jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Juin 1944. La France est libérée mais détruite par 4 années de guerre. Alstom participe activement au projet politique de reconstruction et de modernisation du pays. Cette politique, elle va s'exprimer dans 2 grands programmes nationaux dont Alstom va bénéficier. Premièrement, le programme thermonucléaire. Au centre atomique de Marcoule, le président de Gaulle a pu constater le chemin parcouru depuis qu'en 1945, il signa l'acte de naissance de l'industrie nucléaire en France. C'est ici le germe de la puissance d'un pays, dans l'ordre industriel comme dans l'ordre militaire. Et puis, dans le domaine du transport, c'est vraiment la révolution TGV.
à travers ce look extraordinaire pour que le train ne soit plus associé à la lenteur, mais à la vitesse. Et ça, c'est un coup de génie du capitalisme d'État français, en fait. Ce génie confère une stature internationale au groupe qui connaît à partir des années 60 un véritable âge d'or. Le mot d'ordre, c'est l'international. Qu'on allait du transport ferroviaire au chantier naval, etc. Il y avait quand même une ambition. Il y avait quand même une ambition assez extraordinaire. Il n'y a plus ça, effectivement, à partir des années 2000. Mais à partir des années 90, c'est la chute. L'enchaînement d'erreurs stratégiques conduit le groupe à la faillite. On est en 2003. Jean-Pierre Chevènement va voir M. Sarkozy, ministre des Finances, à l'époque, et ils vont voir Jacques Chirac, président de la République, et ils vont tenter donc une opération de récapitalisation. L'opération a eu des effets heureux, pas simplement de colmatage, si vous voulez, mais a permis un redémarrage de l'entreprise sur de nouvelles bases. Sauvé, Alstom remonte en effet la pente de manière spectaculaire. En 2007, le groupe réalise les meilleurs chiffres de son histoire, boosté par un record de vitesse historique du TGV, suivi par 800 millions de téléspectateurs à travers le monde. Comment expliquer alors qu'en 2014, tout bascule? Au matin du 24 avril, à la surprise générale, le journal américain Bloomberg révèle qu'Alstom vend sa branche énergie au géant américain General Electric, soit les 3/4 du groupe. Arnaud Montebourg, alors ministre de l'économie, est abasourdi. Un matin, à l'aube, son conseiller industrie, Mathias Lelièvre, se lève vers 6 heures. Il voit la dépêche Bloomberg qui alerte sur le rachat d'Alstom par General Electric. Et dans le quart d'heure qui a suivi, Arnaud Montebourg, qui est aussi un lève-tôt, appelle Mathias Lelièvre et lui dit « Mathias, c'est quoi ce bordel ?» Une nouvelle rumeur de fusion-acquisition, et c'est le fil rouge de la journée, rumeur de fusion-acquisition et de rachat d'Alstom par l'américain General Electric. Les TGV vont-ils passer sous pavillon américain? L'un des fleurons de l'industrie française, Alstom, pourrait être racheté en tout ou partie par le géant d'outre-Atlantique General Electric. L'information a donc été révélée par une agence américaine. General Electric s'apprêterait à mettre 13 milliards de dollars sur la table pour acquérir l'un des fleurons de l'industrie française, Alstom. Arnaud Montebourg questionnait pourtant Patrick Cron depuis des mois sur ses intentions. Mis au pied du mur, sa réaction est immédiate et particulièrement virulente. Arnaud Montebourg se comporte comme un juge d'instruction. Il convoque Patrick Cron dans son bureau et c'est de l'intimidation. Les gens de Bercy appellent ça le passage à tabac. Ils traitent tout simplement Patrick Cron de menteur devant la nation. Et depuis le mois de février, j'interroge monsieur Patrick Cron, président de cette entreprise qui est notre fleuron national. Et monsieur Patrick Cron, alors que je l'ai interrogé dûment, solennellement et sérieusement, m'a toujours dit qu'il n'avait aucun projet d'alliance. Est-ce que le ministre de l'économie doit aller installer un détecteur de mensonges dans son bureau pour les présidents du CAC 40 qui n'ont pas le civisme élémentaire d'avertir leur gouvernement ? La guerre est déclarée entre les deux hommes, et la première bataille a lieu sur la place publique. Ce genre de projet ne peut être mené que dans une confidentialité importante. C'est toujours comme ça que ça se passe. Quel est l'État qui accepterait qu'une entreprise de 95 000 salariés, 18 000 en France, soit vendue à la découpe en 72 heures dans le dos du gouvernement? Il n'y a pas le feu dans la maison Alstom, mais il y a des problèmes stratégiques qui se posent sur cette activité énergie. Si tous ceux qui n'ont pas la taille critique décident de vendre à d'autres, on ne va pas garder grand-chose en France. On a l'impression qu'Arnaud Montebourg, c'est un peu le gros bulldog dans les dessins animés qui est nargué par le chat Sylvestre. Le chat Sylvestre vient devant lui et lui dit « tu peux pas me mordre ». Et le bulldog, effectivement, il a un périmètre délimité, c'est la chaîne. Et donc on voit Arnaud Montebourg qui, ma foi, est enchaîné, qui ne peut pas sortir de son périmètre et qui ne peut absolument rien faire. L'État n'est pas au capital d'Alstom, il ne peut simplement que taper sur Patrick Cron, et c'est ce qu'il va faire. Incapable de convaincre l'opinion publique, Patrick Cron reçoit un renfort de poids, son partenaire américain General Electric. Ensemble, ils lancent une contre-offensive médiatique.
Pour la première fois depuis l'annonce de la vente de l'entreprise, le PDG d'Alstom, Patrick Cron, mis en cause notamment par Arnaud Montebourg, s'exprime à la télévision. Invité exceptionnel ce soir, le PDG de General Electric, Jeffrey Immelt. Quelles sont ses intentions? On ne l'a pas encore entendu. Ce que je dirais aux Français, c'est que en regardant en arrière, on peut regarder vers l'avant et on voit bien ce qu'on a fait ici en France. On sait combien le secteur de l'énergie est en France. Nous serons un bon investisseur ici dans le pays comme nous l'avons été pendant les décennies. Ma préoccupation, ce sont les salariés d'Alstom, les 93 000 salariés d'Alstom. Et mon métier, c'est de leur donner un avenir. Arnaud Montebourg semble démuni face à la machine General Electric, soutenue par de grandes banques, cabinets d'avocats et spécialistes de la communication. Le combat paraît perdu d'avance. L'État n'est pas au capital d'Alstom, ne peut rien faire, ne peut pas influencer la décision du conseil d'administration d'Alstom. Mais coup de théâtre, le ministre sort une nouvelle arme de sa poche et s'impose à la table des négociations. Et là, on a tout à coup Arnaud Montebourg qui brandit un grand décret qui permet à l'État d'interdire le rachat d'une entreprise pour des raisons stratégiques. Et Alstom tombe sous le coup de ce décret. Question concrète, est-ce que vous pourriez vous servir de ce droit de veto dans le dossier Alstom? Bien entendu, puisque Alstom est une entreprise hautement stratégique. Je rappelle qu'elle assure la maintenance, elle fabrique les turbines de nos 58 centrales nucléaires. Un veto de l'État serait possible? Une indépendance énergétique comme la nôtre, 75% de notre électricité nationale est fabriquée à partir de ces centrales. Alstom y joue un rôle tout à fait prépondérant et crucial. Donc c'est oui. C'est donc tout à fait possible. Ça, c'est le grand coup d'Arnaud Montebourg dans cette opération Alstom. Et c'est une arme dissuasive qui tombe du ciel et que personne n'a vu venir. Arnaud Montebourg réussit de fait un incroyable coup de force. Transformer le couple General Electric-Alstom en partenariat à trois, incluant l'État français. Les intérêts et la souveraineté française dans les domaines ultra-sensibles des énergies renouvelables et du nucléaire semblent ainsi préservés. Ça veut dire que vous êtes quand même un très bon négociateur, finalement, parce qu'Alstom, ils étaient prêts à vendre de manière, on va dire, moins intéressante. Vous avez réussi à obtenir beaucoup de choses. Écoutez, le gouvernement a pris les moyens de le faire. Cette alliance, voyez-vous, elle est très importante. Les co-entreprises qui vont rester en France, qui sont le fruit de l'exercice de la vigilance patriotique du gouvernement. Le fait qu'on a protégé les intérêts du nucléaire, protégé les technologies de l'indépendance énergétique, c'est-à-dire l'énergie renouvelable. Donc c'est une alliance de long terme. Nous sommes partis pour des années. Le 21 juin 2014, l'accord est signé par General Electric, Alstom et l'État français. La vente s'est transformée en alliance. À cet instant, la bataille d'Alstom semble gagnée. Il faut pourtant revenir quelques années en arrière pour comprendre les enjeux. Enfermé depuis 14 mois. 14 mois dans une prison étrangère. 14 mois sans voir un visage familier, abandonné par la direction d'Alstom, ignoré par Patrick Cron, oublié par son pays. 14 mois à se demander quand tout cela prendra fin. Comment cet homme, haut placé au sein d'Alstom, a-t-il pu tout perdre du jour au lendemain? Pourquoi est-il ici? Qui sont ces hommes qui l'interrogent avec insistance? Que veulent-ils lui faire avouer sur son entreprise? En 2010, la justice américaine lance une vaste enquête sur Alstom. Elle soupçonne l'entreprise française d'utiliser la corruption depuis plus de 10 ans pour remporter des contrats dans de nombreux pays. Leur premier soupçon porte sur le versement de pots de vin à des membres du gouvernement indonésien pour la construction d'une centrale. Mais Alstom refuse de coopérer avec la justice américaine. L'enquête se poursuit toutefois et s'étend à d'autres cas suspects, à Taïwan, en Arabie Saoudite, en Égypte et aux Bahamas. La corruption se révèle à travers le globe comme une pratique élaborée et systématique d'Alstom. Pourquoi ce cas est emblématique? C'est qu'effectivement, sur une bonne dizaine d'années, il y a eu effectivement de nombreux cas qui ont attiré l'attention de la justice.
En fait, le département de la justice américain n'a pas été le premier à s'intéresser à Alstom. Très exactement, en 2007, le Mexique a condamné Alstom pour des faits de corruption. L'Italie, en 2008 ou 2009, je crois, a condamné Alstom à nouveau pour des faits de corruption et cette fois-ci a condamné à de la prison avec sursis certains responsables, 4 responsables du groupe. Déjà condamné à l'étranger, on peut s'étonner qu'Alstom se permette de rejeter d'un revers de la main les poursuites américaines. Les dirigeants d'Alstom sont manifestement convaincus que le département américain n'a pas autorité pour juger de faits survenus hors du territoire des États-Unis. C'est toute la question de l'extraterritorialité du droit américain. La juridiction américaine considère qu'à partir du moment où une entreprise a une filiale importante, réalise des activités significatives aux États-Unis, elle doit obéir aux lois américaines. La loi américaine, en l'occurrence, c'est le Foreign Corrupt Practices Act, le FCPA. Il permet au département de la justice, le DOJ, de poursuivre une entreprise étrangère pour des faits de corruption survenus hors du sol américain, tant que cette entreprise a un lien déterminé avec les États-Unis. À partir du moment où vous utilisez le dollar, vous êtes susceptible de tomber sous le coup de la justice américaine. Mais les critères de rattachement sont aussi beaucoup plus subtils. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous utilisez, par exemple, un système de communication dont l'hébergeur, dont les serveurs sont américains, à partir du moment où vous utilisez pour une transaction commerciale des outils, par exemple un smartphone, dont un certain nombre d'éléments sont américains, eh bien vous pouvez tomber sous le coup de la loi américaine. Et beaucoup d'entreprises qui pensent, parce qu'elles ne travaillent pas aux États-Unis, parce qu'elles ne travaillent pas en dollars, ne pas tomber sous le coup des lois américaines, se trompent, elles y sont exposées comme d'autres. Suite au refus d'Alstom de coopérer, les poursuites du département de la justice s'intensifient. En avril 2013, alors qu'il se rend aux États-Unis, Frédéric Pierucci, un des cadres historiques d'Alstom, est arrêté. À la sortie de l'avion, il est arrêté, menotté, sans quasiment aucune explication, et il va être détenu pendant 14 mois dans une prison de haute sécurité. D'ailleurs, on peut le dire, avec des droits personnels et des droits de l'homme qui ont été totalement bafoués d'une manière éhontée. Mais là, on est typiquement dans une pression très forte en disant à Patrick Cron, voyez, le prochain, ce sera vous. Frédéric Pierucci n'est pas le seul interpellé. 3 autres employés d'Alstom, parfois à la retraite depuis des années, sont entendus par la justice américaine. Ils plaident coupables pour faits de corruption. Le dossier constitué à charge contre Alstom devient accablant. Donc ça sent le roussi. On commence à parler d'une amende possible de 1 milliard, 1,5 milliard de dollars. Ce qui, pour Alstom, mettrait à genoux. Bon. Et donc, à partir de ce moment-là, je crois que c'est là où ils ont décidé de prendre langue avec General Electric. Paris, 9 février 2014. Dans le luxueux hôtel du Bristol, Patrick Cron rencontre le PDG de General Electric. Première rencontre, premier face-à-face entre les deux hommes. Patrick Cron est tendu. Avant tout, il veut vendre. Il espère sortir Alstom, autant que lui-même, des griffes de la justice américaine. Cron pose donc une condition à la vente. General Electric endossera le paiement de l'amende à la place d'Alstom. Le PDG de General Electric accepte et s'y engage. Patrick Cron peut sabler le champagne. Il a fait d'une pierre 2 coups. Alstom est vendu et ses déboires économiques autant que judiciaires s'évaporent dans le ciel américain. Si ça se trouve, le département de la justice pourra même reporter le paiement de l'amende. Pour Patrick Cron, à ce moment précis et de façon irréversible, Alstom devient américain. Et c'est là que le deal se noue. Et ensuite, bien évidemment, pourquoi General Electric? Parce que Patrick Cron espère que General Electric va régler le problème des poursuites du DOJ. Ce que General Electric lui laissera entendre. L'étau a commencé à se resserrer autour de Patrick Cron et son équipe. Et ils ont commencé à comprendre que s'ils n'acceptaient pas de payer une amende aux autorités américaines et bien évidemment de vendre la société à General Electric, eh bien, ils allaient passer à la trappe et être poursuivis en justice. Alors, ça aurait voulu dire quoi? Ça veut dire que si Patrick Cron avait refusé de vendre, il aurait été poursuivi à titre personnel, il serait resté sur le territoire français, ce serait devenu un fugitif, parce qu'il y aurait eu une demande de Interpol de la part des autorités américaines, et il aurait été contraint de vivre jusqu'à la fin de ses jours sans quitter le territoire national.
Ça leur a permis d'annoncer d'abord que l'entreprise aurait des amendes extrêmement fortes, mais surtout d'annoncer que les dirigeants de l'entreprise auraient des problèmes personnels, ne serait-ce que quand ils iraient aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils pouvaient être arrêtés, mis en prison aussi. Donc si c'est pas des moyens de pression, je sais pas ce que c'est. Donc devant de telles pressions et probablement devant l'absence de soutien des autorités françaises, parce que le gouvernement, à quelques très rares exceptions près, n'était absolument pas préparé pour répondre à un tel rapport de force, à un tel bras de fer avec les autorités américaines, eh bien finalement Patrick Cron a décidé de passer sous les fourches codines des États-Unis. Malgré l'arrestation de plusieurs cadres d'Alstom, Patrick Cron et son équipe se rendent en effet aux États-Unis à plusieurs reprises, à partir de mars 2014. Jamais interpellés ni inquiétés, ils poursuivent en paix le processus de vente avec General Electric. Difficile d'imaginer qu'au même moment, Frédéric Pierucci est incarcéré depuis 1 an, et que des cadres d'Alstom sont embarqués par le FBI dès qu'ils posent le pied sur le sol américain. Au point que le directeur juridique d'Alstom conseille alors vivement à ses dirigeants de ne plus se rendre aux États-Unis. Mais étrangement, Patrick Cron reste le bienvenu. General Electric a obtenu des assurances que ces négociations pourront se dérouler correctement. En France, toutefois, on commence sérieusement à se questionner sur l'étonnante liberté de Patrick Cron d'aller et venir aux États-Unis. À l'Assemblée nationale, le député Jacques Millard l'interroge. Moi, je voudrais comprendre comment se fait-il qu'il y ait autant de charges contre vous et comment se fait-il que, contrairement à ce qui s'est passé sur un certain nombre, sur Siemens, sur KLB, vous n'ayez pas été inquiété. Alors sur la question sur la justice américaine, parce que vous reprenez la question, Monsieur Millard, sur ces histoires de et la raison pourquoi je n'ai pas été inquiété, ça il faut peut-être leur demander à eux. Moi je n'ai pas le sentiment d'avoir fait quoi que ce soit de répréhensible et donc je ne suis pas surpris de ne pas avoir été inquiété. J'espère que vous ne l'êtes pas non plus. Encore une fois, je ne souhaite pas commenter une procédure sur laquelle j'ai pris vis-à-vis des autorités américaines un engagement de ne pas faire de commentaires. Aujourd'hui, Jacques Millard comprend mieux la réponse pour le moins évasive de Patrick Cron. Il était très mal à l'aise. Cela étant dit, on voit bien qu'il a finalement négocié sous la pression, et ça il faut le savoir, à la décharge de Cron, mais ça je l'ai su après, à la décharge de Cron, c'est parce qu'il était totalement dans les mains des cabinets américains et l'art et la manière de la défense qu'il a dû suivre qu'il était mal à l'aise. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on intervient en commission des affaires économiques et qu'on lui demande des comptes, on est des intrus. La commission des affaires économiques, en l'occurrence de l'Assemblée nationale, est une intruse par rapport, je dirais, à la procédure préjudiciaire mise en place aux États-Unis et dans laquelle qu'est-ce que vient faire l'État français? Qu'est-ce que vient faire le Parlement dans cette affaire? Laissez-nous régler nos problèmes entre nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous avez un homme qui se sent piégé. Et qui est piégé. Il faut aussi rappeler les faits. Dans le cas Alstom, c'est la 5e fois que General Electric fait de la croissance externe, c'est-à-dire de l'acquisition d'entreprises étrangères, en s'appuyant sur la justice américaine et les lois du FCPA. De fait, General Electric n'en est pas à son coup d'essai. En 10 ans, l'entreprise américaine a racheté 5 sociétés poursuivies par le département de la justice pour faits de corruption. À chaque fois, le schéma est le même. Une enquête à charge est menée par la justice et le rachat intervient sous la menace d'une condamnation avec amende, ainsi évitée. Ces entreprises sont américaines, britanniques et françaises. L'amende de 26 millions de dollars payée par la société Vedco Gray en 2007, après avoir été rachetée par General Electric, est qualifiée alors de plus grosse amende jamais infligée par le Foreign Corrupt Practices Act. 8 ans plus tard, le record est battu par Alstom. Ces poursuites ont systématiquement permis de mettre la pression sur ces entreprises et d'en faciliter le rachat par General Electric. Pour Patrick Cron, pas question d'admettre un lien entre ces poursuites pour corruption et le rachat d'Alstom. Pour le PDG, les raisons sont uniquement économiques. C'est aussi ce que disaient plusieurs experts et journalistes au moment de la vente. Je pense qu'à court terme, le groupe Alstom a besoin de trouver des financements puisqu'effectivement sa situation financière aujourd'hui n'est pas la plus saine possible. Alstom, pardon, et c'est le sujet de Cron, n'a pas d'autre solution que celle de l'alliance. Les difficultés du groupe sont connues. Arnaud Montebourg commande d'ailleurs une étude sur les stratégies d'alliance possibles pour Alstom. Pourtant, Patrick Cron est le premier à dire qu'il n'y a pas d'urgence. Il n'y avait pas le feu à la maison Alstom, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une situation.
qui posait un problème pour demain matin. Mais si vous voulez, on ne peut pas à la fois accuser un chef d'entreprise, un industriel, d'avoir laissé l'entreprise rentrer dans le mur et de ne pas avoir évité la crise, et dans le même temps lui reprocher d'anticiper en lui disant « mais je ne comprends pas pourquoi tu anticipes puisque tu n'es pas encore dans le mur ». La question reste ouverte. S'il n'y avait pas d'urgence, pourquoi avoir négocié la vente d'Alstom si rapidement et sans en parler à personne? Le PDG n'en démord pas. Les pressions de la justice américaine n'ont pas influencé sa décision de vendre. Même des cadres chez vous qui disent c'est une évidence, tout le monde le sait. C'est une évidence qui est une absolue farfelue, qui est totalement farfelue et qu'une obscénité absurde. Cette histoire de corruption, qui est un sujet extrêmement sérieux et désagréable, n'a en rien joué dans la décision qui a été prise. Je pense qu'il est obligé de dire ça, ne serait-ce que par les settlements qu'il a signés avec le DOJ. Les engagements de confidentialité, etc. Je ne vais pas entrer dans un débat, pardonnez-moi, sur l'extraterritorialité des Américains. Vous posez la question, et je l'entends. Vous comprenez que ce n'est pas à moi de prendre position là-dessus, surtout que j'ai signé des accords avec les autorités judiciaires américaines pour ne pas commenter ce point. Mais moi je maintiens que ça a été l'élément déclencheur. Emmanuel Macron, successeur d'Arnaud Montebourg au poste de ministre de l'économie, en a lui aussi l'intime conviction. J'ai posé la question de manière très directe à Monsieur Cron, parce que j'étais à titre personnel moi-même persuadé que c'était le cas. Je n'ai aucune preuve. Je n'ai d'autre chose que la réponse qui m'a été faite par Monsieur Cron et qui m'a en effet assuré que tel n'est pas le cas et que cette procédure n'avait eu aucune influence. Après, nous avons chacun notre conviction intime. Je ne dirais pas que ma conviction intime ne rejoint pas la vôtre sur certaines de vos interrogations, mais nous n'avons aucun moyen de l'établir. Alors, évidemment, on ne peut pas sortir un papier explicite sur lequel on va trouver la signature du ministre de la Justice américain et du patron de General Electric en disant « Nous avons décidé de passer un accord pour lancer ensemble une opération pour acheter Alstom ». Parce que ce genre de papier n'existe pas. La naïveté en général est mortelle dans les jeux de rôle entre les États ou les rapports de puissance. Il faut arrêter de croire que tout ça c'est comme ça et qu'une entreprise, l'opération General Electric, je les salue d'ailleurs, moi je trouve que c'est une remarquable opération qui a été montée par General Electric. Vous n'allez pas me dire que comme par hasard, au même moment, il y avait le département de la justice qui arrêtait d'abord un gars, Monsieur Pierucci, pour corruption en Indonésie, puis un deuxième arrêté devant les dirigeants d'Alstom, un autre dirigeant arrêté pour bien montrer que ça rigole pas, et dans le même temps, comme par hasard, General Electric qui arrive, qui dit je vous aime et je veux vous racheter le cœur de votre entreprise, qui comme par hasard est la seule partie qui concurrence General Electric dans les turbines dans le monde, puisque les turbines d'Alstom étaient dans leur domaine concurrentes et même leaders par rapport aux turbines du General Electric, et qu'à la suite de cette opération, General Electric est leader mondial, absolu. Bon, attendez, il suffit d'expliquer ça pour comprendre que tout ça, ça se tient. Il faut arrêter il faut pas être des bisounours, C'est la simple analyse des faits, le cumul des actions que l'on a observées ces dernières années qui plaide en ce sens. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je crois que c'est extrêmement clair. Les Américains, aujourd'hui, maîtrisent parfaitement ces techniques de guerre économique et la déstabilisation concurrentielle, l'espionnage économique qu'ils font, notamment via la NSA, leur permettent systématiquement de faciliter la vie de leurs entreprises, d'améliorer la prospérité nationale américaine, de gagner des parts de marché, d'éliminer des concurrents et de racheter des compétences qu'ils n'ont pas aujourd'hui chez eux. Et puis à la fin, c'est la cerise sur le gâteau, et qui montre bien d'ailleurs que tout ça c'est une opération manipulée. C'est que pour soi-disant convaincre les Français que c'était une bonne opération, eh bien on dit mais si vous vous associez à General Electric, c'est General Electric qui paiera l'amende énorme que vous allez avoir du département de la justice. Et puis une fois que l'opération est faite, eh ben qu'est-ce qui se passe? C'est quand même incroyable, mais c'est pourtant ça qui s'est passé. On vous dit, non, ça marche pas, c'est pas General Electric qui paye, c'est Alstom qui va payer l'amende. Sur l'amende, il est exact que les accords avec General Electric prévoyaient que ceci était à la charge de General Electric. Je l'ai dit, je le répète, mais il se trouve que dans la transaction que nous a proposée le Department of Justice américain, figurait une clause qui était essentiel à leurs yeux, qui était que, à l'arrivée, ils considéraient c'était à Alstom et ses actionnaires de payer cette amende. Et donc Alstom s'exécutera. Tout ce qu'ils ont obtenu, c'est que
il paye cette amende que le jour où General Electric paiera effectivement les 12 milliards d'euros pour l'achat de Alstom Power. Je pense que de ce côté-là, les Américains nous apprennent comment on est capable de créer un rapport de force et d'utiliser ce rapport de force sur des affaires bien précises de corruption pour ensuite prendre le contrôle d'une société. 19 décembre 2014. Les actionnaires d'Alstom valident à 99% la vente à General Electric. C'est un triomphe pour Patrick Cron, qui leur distribuera 4 milliards d'euros. 3 jours plus tard, l'entreprise plaide coupable devant la justice américaine. Elle reconnaît tous les faits de corruption dont elle est accusée. C'est la fin de plusieurs mois de scandales politiques et la fin de plusieurs années de pression judiciaire. D'un côté, une défaite déguisée en victoire, soit la vente des 3/4 du groupe, et de l'autre une confession, l'aveu d'une décennie de corruption. Comme si les applaudissements de la veille étaient la condition pour arriver à un compromis avec la justice le lendemain. La vente a-t-elle conditionné l'impunité de Patrick Cron et d'autres dirigeants du groupe? Pourquoi personne ne fut arrêté par la suite? Si General Electric a fait la plus importante acquisition de son histoire, et si Patrick Cron a réussi à se débarrasser de tous ses problèmes avant de partir à la retraite, qu'en est-il de la France? Son industrie, son économie et sa souveraineté ont-elles été malgré tout préservées par Arnaud Montebourg? La victoire américaine est-elle totale ou partielle? L'alliance avec l'État français, un leurre ou une réalité? Au début, j'avoue que j'ai suivi ça comme tout spectateur et lecteur. Je me suis dit, tiens, les Américains vont encore une fois nous prendre un fleuron. Et j'avoue que quand ils ont présenté l'accord, je me suis dit, bon, peut-être est-ce une bonne solution. Enfin, la moins mauvaise des solutions. Retour au 21 juin 2014. Arnaud Montebourg transforme la vente d'Alstom en alliance. 3 co-entreprises sont créées, gérées à 50-50 par General Electric et Alstom. La première dans les réseaux, la deuxième dans les énergies renouvelables et la troisième dans le nucléaire. A priori, il s'agit bien d'un partenariat équilibré entre la France et les États-Unis. J'ai cru ce que les gens de General Electric, les gens d'Alstom, Patrick Cron, le gouvernement, ont présenté à la presse et à la représentation parlementaire. Finalement, nous avons gagné la bataille industrielle de l'Alliance, plutôt que le rachat, dévoration, absorption. Cela veut dire que Alstom a maintenu sa marque, ses productions, et s'est associé avec GE pour vendre des produits sous la marque Alstom. Et au mois de novembre, quand Alstom a préparé ses documents pour l'Assemblée générale des actionnaires, qui devait approuver formellement l'accord, j'ai vu ces documents, et en lisant, je me dis, mais c'est pas du tout ce qu'on nous a vendu. 5 mois plus tard, le 4 novembre, Emmanuel Macron aboutit le processus de vente. L'accord obtenu s'y révèle tout autre. Les co-entreprises ne sont plus dirigées à parts égales. Pire, celle concernant le nucléaire est largement sous contrôle de General Electric, à plus de 80%. Avec en plus, une possibilité pour Alstom de revendre ses parts à échéance 2018-2019. Autrement dit, le secteur énergie d'Alstom pourrait être dans les mains des États-Unis dans quelques années, comme cela était prévu initialement. Et quand on regardait dans le détail, il était clair que tous les pouvoirs de management étaient à General Electric. Cette découverte provoque la colère de certains députés. Ils voient là un reniement pur et simple des accords définis par l'Alliance. C'est carrément une cession. Ou en tout cas, on s'y achemine, il ne faut pas se tromper. Même les garanties pour les 3 sociétés qui devaient apporter dans les différents domaines un soi-disant 50-50, mais c'est terminé cette affaire. L'équilibre ne correspond pas à ce qui a été dit devant la représentation nationale l'an dernier. Les 3 co-entreprises, vous le confirmez, par vos propos, sont dominées par General Electric. Il y a eu du cinéma. Il y a eu beaucoup de cinéma pour faire croire que la France était en situation de poser des exigences. Il n'y a aucune garantie sur le maintien des centres de décision en France, au-delà de 10 ans. Il n'y a aucune garantie sur le maintien des sites industriels en France, au-delà de 3 ans, ce qui est quand même incroyable. On est dans des co-entreprises qui sont dirigées en réalité par General Electric alors qu'on nous les a vendues comme étant à égalité. Dans tous ces domaines, bien évidemment, General Electric nomme les présidents,
General Electric nomme les directeurs financiers, gère la trésorerie, laisse seulement aux Français la direction technique. C'est ça qui intéressait le General Electric. Donc c'est un accord inégal. En fait, c'est une vente purement et simplement. Même Jean-Pierre Chevènement, maire de Belfort durant plusieurs années et conseiller d'Arnaud Montebourg sur le dossier Alstom, est surpris à la découverte de l'accord. Vous vous dites qu'il y a eu des mensonges à cette période sur la réalité de ces entreprises? La présentation qui a été faite n'était pas exacte. Quand j'ai lu l'accord passé entre General Electric, l'État et Alstom, intitulé Agreement, j'ai découvert en effet que le partage était très inégal, assez inégal. Mais Arnaud Montebourg a soutenu ces co-entreprises, il a dit que c'était une alliance, que maintenant la souveraineté française était préservée, etc. Oui. Il a fait le service après-vente. Il a menti? Oui. Comment Arnaud Montebourg lui-même en est-il venu à parler d'alliance en 2014 et de rachat d'Alstom aujourd'hui? On aurait évité Péchinet et sa disparition. Alstom et son rachat. Et si mon honorable successeur l'avait utilisé... L'alliance Alstom-General Electric, peu à peu, s'est transformée en transmission, absorption, du fait de la faiblesse de l'État français dans la mise en œuvre de l'accord. L'ancien ministre oublie un peu vite que la personne en charge de cet accord, c'était lui. Quand vous n'êtes pas président de la République, vous ne pouvez pas faire mieux que ce que j'ai fait, en tout cas. Je peux pas vous dire mieux. Je suis pas content de ce qu'on a obtenu. Je pense que si j'étais resté, j'aurais pu obtenir davantage. Je vous le dis sincèrement, parce qu'il fallait se battre et que je connaissais les Américains. Ils craignaient quand même l'allié encombrant français. Arnaud Montebourg maintient toutefois que l'accord conclu offrait de réelles marges de manœuvre. Écoutez, à l'époque, je pensais que nous avions les leviers, et sincèrement, que nous avions les leviers pour continuer finalement à défendre nos intérêts. Aujourd'hui, vous regardez le droit, mais il y avait une pratique qu'on avait imaginée dans la négociation. On pouvait parfaitement être très présent. Il fallait ne rien laisser passer, il fallait utiliser toutes les armes que nous avions, mais cela n'a pas été utilisé. Arnaud Montebourg avait réussi à obtenir deux prérogatives. La nationalisation partielle d'Alstom permettrait tout d'abord à l'État d'empêcher la revente totale à partir de 2018 des activités liées à l'énergie. Ensuite, concernant le nucléaire, l'État restait souverain grâce à un droit de veto. Mais aucun de ces deux boucliers n'a jamais été levé par la France. Aujourd'hui, le site internet d'Alstom ne mentionne plus aucune activité dans l'énergie, et celui de General Electric ne fait aucune référence aux co-entreprises. À Belfort, les logos d'Alstom ont été retirés des usines, remplacés par des enseignes General Electric. L'alliance n'a jamais vraiment vu le jour. De manière générale, sur l'économie de l'accord, à partir du moment où vous avez un président de la République qui dit on accepte la proposition des Américains, après, tout mon travail, ça a été de rééquilibrer le mieux possible pour construire le plus possible de souveraineté nationale dans une entreprise qui était fondamentale pour nous. Mais en même temps, si le président de la République décide que l'accord a lieu, avec quoi vous allez négocier? Voilà. À l'heure de sceller le sort d'Alstom, les représentants du gouvernement se retrouvent à l'Élysée. Alors que la plupart des acteurs présents s'accordent pour assortir la vente de conditions, Emmanuel Macron, alors secrétaire adjoint à l'Élysée, milite pour General Electric sans condition. Son argument, nous ne sommes pas légitimes pour intervenir. Nous ne sommes pas dans une économie dirigée. On n'est pas le Venezuela. Le lendemain, François Hollande se félicite de l'accord conclu. Ce qui a été obtenu est un progrès pour la France et vient conclure une négociation qui a été particulièrement bien conduite, sous mon autorité, par le gouvernement et par les ministres concernés, et notamment Arnaud Montebourg. Bonne chance, Manu. 2 mois plus tard, Emmanuel Macron remplace Arnaud Montebourg au ministère de l'économie, en charge du dossier Alstom. La nationalisation partielle impulsée par Arnaud Montebourg s'envole avec lui. Alstom semble désormais libre de revendre entièrement ses activités du secteur énergie. Quelles pourraient être les conséquences de ce rachat? Depuis 50 ans, la France a fait le pari du nucléaire. Aujourd'hui, nous avons 58 réacteurs
qui produit 75% de notre énergie nationale. Ces centrales représentent donc les 3/4 de notre production électrique. Chacun de ces réacteurs est composé de 2 parties. La première est le réacteur nucléaire, conçu par Areva, qui est la partie soumise à la radioactivité. La deuxième est la partie dite conventionnelle, fabriquée par Alstom, composée de la fameuse turbine Arabelle. Ces centrales sont exploitées par EDF. À travers ces 3 sociétés, la France avait donc le rare privilège de disposer d'une filière nucléaire complète. Notre autonomie énergétique est désormais remise en question. On a perdu un élément de contrôle de notre sécurité nationale sur le plan nucléaire. Rien que ça me paraît déjà quelque chose d'énorme. On aura une offre nucléaire bancale, puisqu'il nous manquera le turbo-alternateur, qui lui est propriété de General Electric aujourd'hui, alors que c'est nous qui l'avons développé, que c'était une technique qui était utilisée par 50% de l'industrie nucléaire mondiale, et nous l'avons vendue pour une bouchée de pain à General Electric, alors qu'elle était constitutive de ce qu'on peut dire la filière nucléaire française. On ne peut pas dire j'ai une filière française si jamais nous n'avons pas Arabelle, c'est absurde. Indirectement, ça va poser des problèmes à l'exportation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous allons être en situation de vendre des centrales nucléaires clés en main à l'étranger, eh bien que vont nous dire les clients en disant peut-être qu'une partie du savoir-faire est français, une grande partie du savoir-faire est français. Mais dans votre système, là, vous nous proposez des turbines Alstom. Or, Alstom est entre des mains américaines. Quelle garantie avons-nous, Chinois, quelle garantie avons-nous, Russes, pour prendre un exemple, d'avoir demain des pièces de rechange, des études de modernisation pour augmenter la durée de vie de nos turbines, qui nous dit que les Américains ne refuseront pas de les livrer. Confier la fabrication d'un composant majeur de nos centrales à General Electric réduit inévitablement notre liberté d'exportation. Durant son bras de fer avec Patrick Cron, Arnaud Montebourg lançait déjà l'alerte. Donc la turbine Arabelle, par ailleurs, si elle passait sous contrôle américain, je ne suis pas certain que nous rencontrions autant de succès auprès d'autres pays auprès desquels nous avons aujourd'hui la sympathie vis-à-vis de notre industrie nucléaire qu'aujourd'hui. Si du temps des 30 Glorieuses et du temps du général de Gaulle, on a voulu monter une industrie nucléaire française, c'était pas simplement parce qu'on embrassait les Américains sur la bouche. C'est tout simplement qu'on savait que de toute façon, leurs intérêts sont pas les nôtres. Si vous voulez ensuite exporter à l'étranger et que vous êtes pieds et mains liés dans des intérêts étrangers, vous pouvez compter sur les Américains pour vous mettre des bâtons dans les roues. C'est ce que nous voyons aujourd'hui sur l'Iran, dans un autre domaine industriel, celui des avions. Donc tout cela montre que si vous commencez à laisser passer sous des mains étrangères avec des objectifs de politique et de stratégie d'influence, voire même d'impérialisme américain, eh bien là, vous perdez effectivement le contrôle d'une partie de votre indépendance. Une indépendance déjà mise à rude épreuve. Février 2016, le groupe américain souhaite renégocier des contrats avec EDF. Pour faire pression, il stoppe la maintenance des centrales françaises. Jean-Bernard Lévy, PDG d'EDF, déclare que cet arrêt a imposé des mesures de sécurité exceptionnelles, dépassant les plans de secours habituels. Si le groupe américain est capable d'un tel chantage pour une simple renégociation de contrat, qu'en sera-t-il demain en cas de différend politique avec les États-Unis? Et il n'y a qu'à Belfort qu'on fabrique la turbine Arabelle. Alors des garanties verbales ont été données par les dirigeants de General Electric. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de garantie écrite du gouvernement américain. Il y a ceux qui vous disent il faut qu'on mette en place de nouvelles turbines capables, qui soient purement françaises. C'est pas possible, dans des délais raisonnables, ça coûterait trop cher, donc c'est cuit. Hein. Et les autres qui disent ça veut dire qu'il faudra qu'on se mette d'accord avec les Américains, mais ça veut dire qu'on devient des vassals. Par ailleurs, Alstom Énergie avait un rôle absolument fondamental aussi dans le développement des énergies renouvelables, avec des compétences très importantes sur l'hydraulique, qui est la première source d'électricité renouvelable de France, sur l'éolien offshore notamment. Laisser partir Alstom, ça veut dire perdre une capacité française extrêmement importante dans la compétition mondiale qu'il y a sur les énergies renouvelables. Donc c'est pas seulement le problème du nucléaire qui est posé avec la vente d'Alstom à General Electric, c'est aussi la capacité de la France à porter une offre industrielle compétitive dans le domaine des énergies renouvelables. Autre conséquence préoccupante, Alstom a conçu, fabriqué et entretenu des pièces importantes de notre marine nationale.
en particulier le turboréducteur 61 SW du porte-avions Charles de Gaulle. Cette fois-ci, c'est un pan de notre souveraineté, sinon de notre indépendance militaire qui est atteint. Il y a déjà quelques décennies, une partie des filières fabriquant les turbo-réducteurs ou les turbo-alternateurs sur les bâtiments français avait été rachetée par les Américains. Donc déjà, une partie de nos fournitures était d'entre des mains américaines. Mais là, avec cette vente d'Alstom Énergie, c'est la totalité de notre capacité à produire des turbines nationales qui a disparu. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui totalement dépendants. Et ça veut dire que les Américains sont aujourd'hui en situation de nous bloquer la livraison de pièces de rechange si nous avons un désaccord avec eux. Imaginons que nous nous retrouvons dans la situation de 2003, lorsque nous nous sommes opposés avec virulence et justesse à l'invasion totalement illégale et illégitime des Américains en Irak. L'usage de la force ne se justifie pas aujourd'hui. Et c'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien. L'Europe, qui vous le dit aujourd'hui. Si demain la situation se produisait à nouveau, eh bien dans ce contexte, les Américains pourraient très bien nous dire « Nous n'avons pas de pièces de rechange à vous livrer pour vos sous-marins nucléaires, pour vos porte-avions et pour un certain nombre de navires de surface. » Un tel scénario est-il envisageable? Henri Bentéja était chef d'état-major de l'armée française. Son témoignage sur la réaction des Américains après que la France ait refusé de les suivre en Irak apporte un élément de réponse édifiant. Les États-Unis ont décidé aussitôt, dès le mois de mars, un embargo sur toutes les pièces détachées, toutes les pièces de rechange d'origine américaine à destination des armées françaises. Alors fort heureusement, 97% des armements français, des armements en service dans l'armée française, sont français ou européens, mais venant d'entreprises européennes à forte participation française. Ce qui fait que l'impact de ces mesures que les Américains pensaient important, cet impact a été en fait assez mesuré. Il a quand même pas été totalement nul, pour être honnête, parce que il y avait un domaine précis dans lequel nous n'avions pas prévu de solutions dégradées, si je puis dire, et c'était les catapultes du porte-avions. Eh bien, nous n'avions pas prévu que d'un seul coup, nous allions nous trouver privés des pièces de rechange pour nos catapultes. Ce qui veut concrètement, dans un délai assez bref, nous pouvions envisager que nos avions ne puissent plus décoller du porte-avions ou atterrir. Je voyais venir le moment, à une échéance probablement de 6 mois à 1 an, où on serait obligé d'arrêter le porte-avions. C'est vous dire qu'en fait, effectivement, la souveraineté, l'autonomie stratégique de la France dépend largement de sa capacité à ne compter que sur ses propres moyens, ses propres forces et ses propres entreprises. Alors on peut toujours se tourner vers un autre fabricant. Il y a des tas de domaines dans lesquels nous n'avons pas une indépendance stratégique et nous devons acheter à l'étranger. Mais c'est quand même paradoxal. Alors que tout ce savoir-faire chez Alstom, ce sont des décennies de recherche et développement, de travail des femmes et des hommes ingénieurs d'Alstom. Et nous bradons ça à l'étranger. C'est quand même un paradoxe de se dire demain nous pourrons peut-être garder une forme d'indépendance stratégique en achetant à l'étranger alors que nous avons investi en heures de travail, en matière grise, en sommes d'argent depuis des décennies pour construire un savoir-faire national. Il y a une irresponsabilité et une véritable trahison des élites dans cette histoire, qu'elles soient des élites économiques comme évidemment Patrick Cron et son entourage, mais aussi des élites politiques. Comment une telle vente a-t-elle pu se conclure ? Comment expliquer l'immobilisme de la classe politique dans cette affaire? Cette opération agressive de rachat par les Américains et la perte d'un secteur stratégique sont-elles réellement passées sous le nez de nos députés? Pas vraiment. 2 semaines seulement après que le scandale éclate, l'ancien député maire Jacques Millard réclame une commission d'enquête. J'ai demandé une commission d'enquête parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais étonné, en colère et indigné, et qu'il était nécessaire d'y voir clair. Et que, bien évidemment, j'ai été le premier à le faire. Ça n'a pas été suivi des faits. Pourtant, à l'Assemblée, chaque groupe d'opposition a un droit dit de tirage, c'est-à-dire d'ouvrir une commission d'enquête sans l'aval de la majorité ni du gouvernement. Jacques Millard a demandé une commission d'enquête le 7 mai 2014, soit dans la période allant d'octobre 2013 à juin 2014, durant laquelle l'opposition
pouvait utiliser son droit de tirage. Or, ce droit n'a jamais été utilisé, pour l'affaire Alstom ou pour aucune autre affaire. L'opposition, elle a ce qu'on appelle un droit de tirage. Donc elle a le droit, pas simplement de demander une commission d'enquête, elle a le pouvoir de provoquer la création d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. C'est un droit très important de l'opposition. Et force est de constater que ça ne s'est pas fait. C'est-à-dire que l'opposition, malgré ses déclarations, n'a pas été jusqu'au bout, alors qu'elle avait le pouvoir de provoquer la création de cette commission d'enquête. Mais pourtant, pourquoi est-ce que les Républicains n'ont pas monté cette commission d'enquête? Ils en avaient la possibilité en étant indépendamment du gouvernement. Je pense aussi, et vous le savez, qu'il y a un certain nombre de gens qui ne souhaitaient pas que tout cela vienne dans les feux de l'actualité. Les noms, vous les avez, vous les citerez vous-même. Il suffit en effet de se pencher sur quelques noms des acteurs principaux de la vente entre General Electric et Alstom pour constater de multiples liens avec la classe politique. Alors même que les actionnaires d'Alstom n'ont pas encore validé la vente, 2 représentants des intérêts de l'État démissionnent et acceptent un emploi dans les banques partenaires de General Electric et Alstom. David Azema, directeur de l'agence des participations de l'État, est engagé par la Bank of America, banque conseil d'Alstom, 1 an avant la fin de son contrat. Et Frédéric Rothenberger, conseiller et négociateur d'Arnaud Montebourg durant l'affaire, est embauché par la Banque Lazare, banque conseil de General Electric. Et ce ne sont là que 2 fils d'un maillage incroyablement dense. Franck Louvrier, vice-président de l'agence Publicis engagée par Alstom, est l'un des plus vieux collaborateurs de Nicolas Sarkozy, directeur de sa communication depuis sa première élection comme maire de Neuilly à celle de président de la République. De son côté, General Electric a engagé le cabinet Claude et Sarkozy comme service juridique, cofondé par l'ancien chef de l'État. Pour sa communication, le groupe a engagé Havas, dont le patron Stéphane Fuchs est un vieil ami politique de Manuel Valls. Encore, General Electric choisit comme banque conseil le Crédit Suisse, dont le vice-président est François Roussely, ex-directeur de cabinet socialiste et connu comme mentor du directeur de cabinet du ministre de la Défense. Chez Alstom, le coordinateur de la fusion avec General Electric, Jérôme Pécresse, est le mari de Valérie Pécresse, président de la région Île-de-France. Tandis que la présidente de General Electric France, Clara Guémard, est la femme d'Hervé Guémard, ex-ministre UMP, avec lequel elle forme l'un des couples les plus influents de la droite française. Toutes ces relations n'ont sans doute pas favorisé une prise en main sérieuse de cette affaire, par l'État français et par l'opposition. Est-ce pour cela que la commission d'enquête n'a jamais vu le jour? S'il n'y a aucune preuve, les questionnements subsistent. Donc on a véritablement une démission de la Maison France sur ce dossier, avec effectivement des gens qui travaillaient pour soit des avocats, soit pour des groupes industriels, et qui ont servi, entre guillemets, ça ne veut pas dire qu'ils ont été payés, non, mais ils ont servi ce qui apparaissait comme une affaire privée, alors que ça n'en était pas une, les intérêts américains. Nos dirigeants politiques, quelle que soit leur qualité, quel que soit leur niveau d'éducation, sont en grande majorité des fonctionnaires, des technocrates, et ne sont pas rompus du tout à 2 choses, le renseignement. Le renseignement reste dans les élites françaises quelque chose de sale, d'inavouable et de méprisable. Et deuxième chose, ils ne connaissent pas les règles d'affrontement terribles qui existent aujourd'hui dans le commerce international depuis la fin de la guerre froide. Alstom est loin d'être un cas isolé. D'autres entreprises françaises de pointe, dans les domaines de l'énergie, sont poursuivies par les Américains. Depuis peu, l'autre géant du nucléaire français, Areva, pourrait se retrouver dans le viseur du département de la justice. Une entreprise française de plus, visée par l'extraterritorialité des États-Unis, qui met en péril notre industrie. Vous avez eu Total. Total, ils ont mis chez Total un contrôleur suite aux affaires qu'il y avait eu avec l'Iran. Donc Total est contrôlé par les Américains au niveau de toutes ces opérations internes. Vous avez eu Peugeot. Ils ont fait fermer l'usine de Peugeot en Iran. Ils ont mis Peugeot, ils ont pratiquement poussé Peugeot à faillite. Coup de chance, ça s'en est sorti, mais tout juste. Hein. Bon, uniquement pour application des lois américaines. Vous avez Technip qui a été racheté, sans coup fait rire. Vous avez Alstom. Vous avez Alcatel qui a eu la même histoire qu'Alstom. Là, le problème, c'est que le gars, il n'a pas été arrêté depuis l'Indonésie, il a été arrêté pour une affaire au Costa Rica. Même principe, même résultat. La BNP, souvenez-vous de l'affaire de la BNP. Hein, on a fait payer une fortune à la BNP aussi, donc ça en fait beaucoup quand même. Et c'est pas fini.
4 voire 5 entreprises sont dans le collimateur des États-Unis. Airbus, c'est une chose qui a malheureusement commencé. Sanofi, Areva et la Société Générale, et peut-être une autre. Donc ces 4 entreprises-là, à notre connaissance, sont d'ores et déjà ciblées par les autorités américaines. Donc on est vraiment dans des situations qui sont absolument ubuesques et qui malheureusement ne sont pas assez portées à la connaissance du public. Les autorités françaises oseront-elles et sauront-elles un jour contrer ces offensives américaines? Hormis quelques timides tentatives juridiques, aucune stratégie n'a encore été proposée pour stopper l'hémorragie. En attendant, certains regardent les trains d'Alstom, seul secteur encore français de l'entreprise, et se demandent si ce savoir-faire national sera lui aussi avalé par un groupe étranger. Rebonsoir, et on prolonge ce documentaire ce soir dans Droit de Suite en s'interrogeant bien entendu sur le dessous des cartes de l'affaire Alstom après avoir vu ce documentaire que vous avez co-réalisé. David Gendreau, bonsoir. Bonsoir. Car vous êtes mis à deux pour réaliser cette minutieuse enquête que nous venons de voir avec votre compère Alexandre Leurette. Combien de temps pour réaliser ce documentaire, cette enquête? Alors on a commencé en septembre 2015, donc ça fait tout juste 2 ans. Oui. Voilà, 2 ans de travail. Alors tout d'abord, on a travaillé le sujet, on a rencontré énormément de monde, on a lu énormément de rapports, d'articles, etc. Et ensuite, on a mis environ un an et demi à tourner, monter et faire tout le travail de post-prod. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce travail autour de l'affaire Alstom? Vous avez été choqué? Quelle a été la réaction? Qu'est-ce qui a provoqué ce travail? Alors il y a plusieurs choses. Tout d'abord, c'est une passionnante histoire de guerre économique. Depuis l'affaire J'aime Plus, on n'avait quasiment pas vu une histoire de guerre économique en France aussi passionnante. Et la deuxième, c'est évidemment les enjeux de souveraineté. On parle souvent d'entreprises stratégiques, d'intérêts stratégiques, et là on avait un cas absolument emblématique, donc c'est pour ça qu'on a décidé de se lancer. Bon, on va en reparler de votre documentaire avec Gilles Legendre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député La République En Marche de Paris, membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale, mais aussi peut-être surtout ce soir, ancien journaliste économique. Vous avez notamment dirigé les rédactions du Nouvel Économiste, du magazine Challenge et celle du groupe Expansion. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Bertille Bayard est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef au Figaro Économie et vous avez à ce titre suivi avec attention les tenants et les aboutissants de cette affaire Alstom. Et puis enfin avec nous, Laure de la Raudière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée Les Constructifs Républicains, UDI indépendant d'Eure-et-Loire. Vous étiez membre de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale au moment de la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric. Et on a vu ces auditions au moment de l'affaire devant cette commission, et c'est important pour témoigner. Ce témoignage est très important. Et vous êtes toujours membre d'ailleurs de cette commission des affaires économiques. On va préciser que nous avions demandé à General Electric de déléguer l'un de ses représentants pour débattre aussi de votre film. Ils n'ont pas souhaité être présents en plateau. Ils ne figurent pas, ils n'ont pas la parole dans votre documentaire. Pourquoi? Ils n'ont pas le souhaité, ou vous n'avez pas souhaité aller vers eux, ou ne sont pas souhaité témoigner dans votre documentaire? Non, ils avaient déjà largement communiqué sur le sujet. Ce genre de groupe ne modifie pas sa communication comme ça. Donc il était inutile d'aller les voir. Voilà. Donc vous avez jugé qu'il n'était pas nécessaire absolument, d'autant qu'on préférait faire ce film tranquillement. Bon, on va rentrer directement dans le sujet, dans votre sujet, dans cette fameuse affaire Alstom. Nous sommes au moment où les décisionnaires au plus haut niveau de l'État doivent prendre la décision. Nous sommes en juin 2014. Extrait de votre documentaire. À l'heure de sceller le sort d'Alstom, les représentants du gouvernement se retrouvent à l'Élysée. Alors que la plupart des acteurs présents s'accordent pour assortir la vente de conditions, Emmanuel Macron, alors secrétaire adjoint à l'Élysée, milite pour General Electric sans condition. Son argument, nous ne sommes pas légitimes pour intervenir. Nous ne sommes pas dans une économie dirigée. On n'est pas le Venezuela. Le lendemain, François Hollande se félicite de l'accord conclu. Ce qui a été obtenu est un progrès pour la France et vient conclure une négociation qui a été particulièrement bien conduite, sous mon autorité, par le gouvernement et par les ministres concernés, et notamment Arnaud Montebourg.
François Hollande qui salue en juin 2014 l'action d'Arnaud Montebourg. Et Arnaud Montebourg, vous l'avez rencontré, il a accepté de participer à des documentaires, on va l'écouter également. De manière générale, sur l'économie de l'accord, à partir du moment où vous avez un président de la République qui dit on accepte la proposition des Américains, après, tout mon travail, ça a été de rééquilibrer le mieux possible pour construire le plus possible de souveraineté nationale dans une entreprise qui était fondamentale pour nous. Mais en même temps, si le président de la République décide que l'accord a lieu, avec quoi vous allez négocier? Voilà. Voilà ce témoignage d'Arnaud Montebourg. On a les trois principaux acteurs en réalité. On parle d'Emmanuel Macron, alors secrétaire général de l'Élysée, nous sommes en juin 2014, le chef de l'État, François Hollande, que met en cause Arnaud Montebourg qu'on vient d'entendre. Juste pour qu'on traite ce sujet tout de suite, Emmanuel Macron, en tant que secrétaire général adjoint, lors de cette décision de juin 2014, a bel et bien tenu ces propos-là. Vous en avez la certitude, c'est-à-dire qu'il, lui, ne voit pas de raison de ne pas réaliser cette opération avec General Electric. Nous ne sommes pas au Venezuela, aurait-il dit à l'occasion de cette réunion? Oui, ça a été rapporté par plusieurs journalistes, Claude Askolovitch, Antonio Rodriguez et beaucoup d'autres. C'est typique, j'ai envie de dire, du style de Macron. Pour le 75%, il avait déjà dit c'est Cuba sans le soleil. Bon, ça fait partie de ses bons mots. Donc ça indique sa position, en tout cas à l'époque, quand il était secrétaire adjoint à l'Élysée. Bon, là, vous démontrez qu'il y a une forme d'impuissance en réalité et que de l'État dans ce dossier, c'est la majeure partie de ce documentaire. Qu'est-ce qui vous permet de le dire aujourd'hui après avoir fait cette enquête? L'État a-t-il bel et bien laissé tomber la branche énergie d'Alstom, une branche on ne peut plus stratégique pour la France? Est-ce que vous pouvez l'affirmer ça aujourd'hui? Alors bien sûr, mais il y a un mais, et je vais après le dire quel est le mais. Vous allez dans n'importe quelle des grandes entreprises, Alstom, General Electric, tous les ouvriers vous le diront, tous les salariés vous le diront, Alstom n'est pas présent. C'est General Electric qui a la main sur tout, et d'ailleurs Alstom l'a annoncé en interne, et General Electric l'a annoncé en interne très récemment. C'est confirmé, Alstom va revendre toutes ses parts dans les co-entreprises en 2018, exactement ce qu'on avait dit dans le documentaire. Maintenant il y a un mais, c'est-à-dire qu'en octobre, donc dans un mois à peine, l'État ne sera plus actionnaire à 20% d'Alstom. Donc c'est-à-dire que, et c'est le seul à pouvoir s'opposer à la vente de toutes les parts d'Alstom dans les co-entreprises en 2018. Donc il peut encore y avoir quelque chose d'intéressant dans 3-4 semaines. Après, l'État n'est plus actionnaire d'Alstom et Alstom est libre de tout revendre comme il l'a prévu dans ses co-entreprises. Et dernière question sur le rôle qu'a pu jouer l'actuel chef de l'État, Emmanuel Macron, dans ce dossier. Il a été nommé donc à Bercy en tant que ministre de l'économie et de l'industrie en fin août 2014, et l'arbitrage final, la vente finale, c'est faite en novembre 2014. Est-ce que, selon vous, il aurait pu inverser la tendance? Est-ce qu'il a cherché à le faire? Quel a été son rôle exact durant la période où il était à la tête de ce ministère de l'économie? Alors c'est très simple, donc il y a un protocole d'accord qui avait été signé en juin 2014, donc la séquence qu'on a vue à l'Élysée, par Arnaud Montebourg, General Electric et Alstom. Ce protocole, quand Macron a fini le cycle de négociation en novembre, n'a pas varié. Macron, contrairement à ce qu'on a pu dire, n'a pas changé les accords. Il n'a pas inversé la tendance non plus, mais en tout cas il n'a pas changé les accords. Voilà. Après, on peut lui reprocher peut-être la façon dont il a géré l'accord ensuite. Il n'a pas. Mais il n'a pas modifié les accords passés par Montebourg. Non. Et cette fameuse alliance avancée par Arnaud Montebourg après ce fameux décret qu'il avait mis en place pour faire en sorte bien que le veto de l'État puisse s'appliquer à des secteurs aussi stratégiques que l'énergie. Mais n'était-il pas trop tard? Qu'avez-vous pensé? Quelle est votre religion sur la gestion politique de ce dossier après cet entretien avec le régulateur, après avoir vu ce documentaire? Je commence par vous. Alors, au plan politique, je pense qu'il y a plusieurs choses importantes. D'abord, il faut rappeler un tout petit peu le contexte politique de ce moment-là, de ce printemps et cet été 2014. Oui. On est un petit peu plus d'un an après l'affaire Florange, et donc il y a encore cette marque, cette blessure dans l'équipe gouvernementale et de l'exécutif qui touche particulièrement Arnaud Montebourg. Donc cette affaire Alstom, pour Arnaud Montebourg, c'est un dossier qui est extrêmement emblématique sur lequel il peut se reconstruire sa position politique, j'allais dire, de gardien du discours du Bourget de François Hollande.
Voilà, c'est ça sa position dans le gouvernement. Et faire de lance du patriotisme économique, c'était ça son créneau. Oui, on se souvient du Made in France, la marinière, etc. Enfin bon, il y a tout ça à la fois, et 2 mois après, effectivement, fin août 2014, il sera plus au gouvernement. Donc on est dans les derniers moments quand même de la cohésion de cette équipe gouvernementale-là. Et l'affaire Alstom, elle intervient dans ce contexte-là, je pense que c'est un point important. Deuxième chose, sur la capacité de l'État à garder Alstom ou à laisser tomber Alstom, comme vous le dites. Là-dessus, il y a 2 questions. Il y a une question qui est juridique. Est-ce que l'État avait le pouvoir d'agir sur Alstom, entreprise privée à capitaux 100% privés? Donc, il y a un lien qui est particulier avec cette entreprise, entre l'État et l'entreprise. C'est tout un patrimoine, c'est toute une histoire. C'est très emblématique pour la France. Mais l'État n'est pas actionnaire d'Alstom. Une action d'Alstom et fait vivre effectivement Alstom en partie par la commande publique, mais en partie seulement. Donc, c'est pas le seul client d'Alstom. Donc, on a un problème juridique. Et ensuite, on a un vrai problème économique, c'est-à-dire dire qu'on a laissé tomber Alstom, ça suppose aussi qu'on aurait une alternative pour Alstom. Ce qu'on oublie souvent, c'est quelle était la position économique d'Alstom en avril 2014 ou en mars 2014, au moment où Alstom se vend entre guillemets à General Electric. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très important. L'activité énergie d'Alstom, elle se porte pas mal, mais c'est pas non plus le fleuron mondial qu'on peut décrire. Effectivement, par rapport à un General Electric, par rapport à un Siemens, par rapport à d'autres très grands ensembles dans le monde, Alstom était dans une position qui pouvait se révéler difficile, notamment au plan financier, par manque de capitaux. Et donc, il y avait aussi cette question-là à résoudre. Et en août 2014, au moment où à l'Élysée se décide cela, c'est aussi faute d'alternative qu'on prend la décision d'effectivement conclure la vente à General Electric. Sur la gestion politique de ce dossier, la responsabilité des uns et des autres, au final, sur un dossier comme ça, c'est le chef de l'État qui tranche? Alors, c'est le chef de l'État et le gouvernement. Et il ne faudrait pas que nous analysions le rôle d'Emmanuel Macron à l'aune des fonctions qui sont les siennes aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans le circuit décisionnaire, mais il n'est pas le décisionnaire. Le décisionnaire, c'est une résultante d'une dialectique entre le chef de l'État et Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, comme l'a très bien dit Bertil Loyat, essaye de monter un coup politique qui pourrait mettre à son actif. Le problème, c'est qu'il n'a pas les moyens de monter ce coup politique. Pour une raison très simple, Alstom est coincé à 2 niveaux. Premier niveau, c'est une entreprise qui va mal, qui va un peu moins mal qu'elle n'allait, mais qui est l'héritière d'une succession d'échecs industriels et managériaux tragiques et qui remonte bien avant d'ailleurs l'affaire Sarkozy, la recapitalisation, la pseudo-nationalisation Sarkozy. Alstom, depuis l'ère Churruc, est une entreprise qui ne va pas bien. Et donc, c'est pas un hasard si c'est sur cette entreprise que les Américains vont jouer le jeu qu'ils ont envie de jouer. Et la deuxième chose, c'est que, en effet, comme ça a été dit, politiquement, c'est extrêmement difficile de rentrer dans une logique de nationalisation ou de protection à partir du moment où ces outils n'existent pas et où, en plus, on peut compléter ça, on est dans une phase où sur le débat du rôle de l'État, sur le rôle du libéralisme en économie, bon, les choses sont en train d'évoluer assez fortement. Donc, François Hollande prend une décision qui est contre son ministre des Finances, qui est de laisser faire l'accord. On y met des garanties, mais aucun personne ne croit. Faut arrêter d'être hypocrite. On habille la chose pour que le ministre de l'Industrie ne perde pas la face. Mais on sait parfaitement qu'à partir du moment où le mouvement est lancé, il est irrésistible. Et il est tellement irrésistible que ce qui se passe en ce moment, et qu'a très bien décrit David Gendreau, à savoir le fait que General Electric va prendre totalement le pouvoir, c'est aussi inéluctable. Dans des fusions, et même dans des fusions moins sensibles, qui sont des fusions par exemple de 2 entreprises françaises, il n'y a pas de fusion entre égaux. Ça n'existe pas. Il y a toujours un gagnant, et le gagnant est toujours un gagnant total. Laure de la Rodière, vous êtes fait une religion sur la gestion politique de ce dossier, vous? Nous, ce qu'on a vu, moi, notamment par oui, je partage tout à fait ce qui a été dit. Ouais. En revanche, moi, la façon dont je l'ai vécu à l'époque dans la commission Affaires économiques, c'est finalement, nous, on a cherché des solutions à ce moment-là, début 2014, février, mars, avril 2014 jusqu'à juin 2014, en se disant, on peut pas s'opposer à la vente d'une entreprise privée. En revanche, on a des intérêts stratégiques en France, notamment sur la partie énergie d'Alstom et sur la fabrication des turbines pour l'énergie nucléaire, et que ça, on ne peut pas
le passer sous main étrangère. On ne peut pas faire en sorte que General Electric récupère ça. Donc on aurait pu la passer en partie sous main européenne. Siemens, voilà, ça fait une contre-proposition avec en partie Mitsubishi. Au sein de la commission Affaires économiques, il y avait une assez grande convergence de vues sur le fait qu'il fallait absolument protéger la partie énergie d'Alstom. Il se trouve que General Electric, c'était la partie d'Alstom qui les intéressait le plus. Mais oui, mais bien évidemment, parce que ça leur permettait de prendre une position quasi monopolistique sur les turbines, récupérer naturellement tous les clients d'Alstom dans ce domaine-là, et Alstom avait une position qui était quand même avantageuse sur même si elle n'était pas devant General Electric, qui était avantageuse sur les turbines nucléaires. Mais il y avait une défense de nos intérêts stratégiques, c'est-à-dire que on n'a pas envie finalement que ce soit les Américains qui récupèrent nos savoir-faire historiques en matière de turbines. Et pourtant, ça a été le cas. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Et la façon dont ça s'est passé, ça s'est accéléré au printemps 2014. Fait que nous n'avons pas pu creuser juridiquement plus avant le fait d'exercer un décret de protection des intérêts stratégiques de la France. Gilles Legendre vient de me dire, mais personne ne croyait à l'époque à ce que proposait Arnaud Montebourg, à cette alliance qui était mise en avant. Mais non, mais ça c'est venu après. Ça c'est venu bien après. Ça c'est venu bien après. C'est-à-dire qu'en mars, avril, on a essayé de creuser une piste juridique où on aurait pu exercer en fait le pouvoir de l'État pour la défense des intérêts stratégiques du pays et la défense des intérêts stratégiques aussi au niveau européen face aux États-Unis. Et moi je trouve que dans cette affaire-là, finalement, on a été assez naïf de ne pas trouver de solution juridique pour défendre nos intérêts stratégiques. Arnaud Montebourg, c'est un peu le chevalier blanc dans cette affaire. C'est comme ça qu'il s'est présenté à vous lorsqu'il s'agit de l'interviewer à l'occasion de ce documentaire. Comment vous avez perçu Arnaud Montebourg? On a essayé de lui faire dire qu'il avait un petit peu survendu son accord. Oui. C'était en tout cas la façon dont on voyait un peu. Donc vous étiez un peu de l'avis de ce qui s'est dit là, de ce que dit notamment Gilles Legendre. De toute façon, en fait, un coup politique. De toute façon, oui. De toute façon, il est clair que les co-entreprises ne sont pas ce qui avait été présenté à la base. Mais pourtant, il en démord pas dans votre documentaire. Il dit, mais si on y avait mis les moyens, si moi-même j'étais resté à la tête de ce ministère, on n'en serait pas à ce résultat-là. Alors, c'est le problème, c'est que ensuite il y a eu une gestion politique des accords, parce que les accords, aussi faibles soient-ils, pouvaient néanmoins offrir quand même une présence d'Alstom, toujours une présence française dans ces co-entreprises, ce qui n'a pas été fait. Vous allez, par exemple, j'étais à Grenoble il y a 10 jours, dans l'usine hydraulique. Sur un site, donc. Sur un site absolument, qui était Alstom, qui est le plus gros site hydraulique de France. Là-bas, Alstom n'existe pas. Donc il y a eu une gestion, alors que pourtant ils sont à 49%, donc il n'existe pas. Donc c'est bien qu'il y ait une démission quand même de l'actionnaire. L'État est actionnaire, il a un prêt de titre. On a assez peu de temps et je veux venir sur vraiment la cœur de votre enquête. Et là, je pense que ceux et celles qui ont regardé votre documentaire ont découvert des choses. Il s'agit de l'extraterritorialité du droit américain comme bras armé finalement de la guerre économique que nous livrent les États-Unis à nous en France, mais à d'autres entreprises en Europe. Donc la justice américaine décide de poursuivre un certain nombre de cadres d'Alstom. Alstom ne donne pas suite, ne répond pas d'ailleurs aux appels de la justice américaine dans un premier temps. Et la suite, vous nous la racontez dans votre film. Regardez. Frédéric Pierucci, un des cadres historiques d'Alstom, est arrêté. À la sortie de l'avion, il est arrêté, menotté, sans quasiment aucune explication, et il va être détenu pendant 14 mois dans une prison de haute sécurité. D'ailleurs, on peut le dire, avec des droits personnels et des droits de l'homme qui ont été totalement bafoués d'une manière éhontée. Mais là, on est typiquement dans une pression très forte en disant à Patrick Cron, voyez, le prochain, ce sera vous. Frédéric Pierucci n'est pas le seul interpellé. 3 autres employés d'Alstom, parfois à la retraite depuis des années, sont entendus par la justice américaine. Ils plaident coupables pour fait de corruption. Le dossier constitué à charge contre Alstom devient accablant. Donc ça sent le roussi. On commence à parler d'une amende possible de 1 milliard, 1,5 milliard de dollars. Ce qui, pour Alstom, les mettrait à genoux. Bon. Et donc, à partir de ce moment-là, je crois que c'est là où ils ont décidé de prendre langue avec General Electric.
Et c'est à partir de là que l'accord se fait, hein, selon vous. Voilà, là on a tous les ingrédients de compréhension. Vous l'avez découvert comment, cette affaire d'espionnage, de guerre économique? Là on change complètement de dimension. Là, hein. Absolument. En fait, deux personnes avaient travaillé sur cette affaire. Le Centre français de recherche sur le renseignement, Éric Donessé et Leslie Varenne, qui avait produit qu'on voit d'ailleurs dans ce document. Absolument, un très bon rapport. Et ensuite, Jean-Michel Quatrepoint, justement, qui a écrit ce livre, Alstom, Scandale d'État. Alstom, Scandale d'État. C'est ça, chez Fayard. Donc ces deux personnes-là avaient déjà posé les bases, donc ils avaient même déjà bien déblayé. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a revérifié ce qu'ils avaient dit. Donc vous avez vérifié ce qui vient d'être dit là, bien entendu. Oui, bien sûr. Sur la base de leurs travaux. Absolument. Bon, est-ce qu'il faut tomber de l'armoire, si j'ose utiliser cette expression, à propos de cet envers du décor, de cette guerre économique qui aurait provoqué au final tout simplement le rachat de General Electric, du parti d'Alstom par General Electric. Voilà la clé selon ce documentaire. Il y a un personnage clé dans ce documentaire, excellent au demeurant, je le dis au passage, c'est le personnage de Patrick Cron, dont on voit d'ailleurs quand il prend la parole devant quand on le voit dans les auditions. Alors vous l'avez vu, économique, je me souviens pas. C'est extrêmement troublant. C'est-à-dire que cet homme est aux abois. Ouais. Il essaye de sauver le système, mais on ne sait pas s'il essaye de se sauver lui ou de sauver son entreprise. Et on a tendance à penser qu'entre les deux, il a fait son choix. Alors je ne ferai pas de procès d'intention, mais il y a quelque chose qui est extrêmement troublant et qui s'inscrit dans l'histoire que je disais tout à l'heure. Cette boîte Alstom a constamment eu des dirigeants médiocres, à une exception, qui n'a pas duré longtemps. Et donc, c'est pas un hasard si elle est le maillon faible sur lequel l'attaque américaine, parce qu'on peut parler d'une forme d'attaque, le chantage. C'est un chantage, d'une certaine manière, qui est décrit dans ce documentaire, à prise. Mais le paradoxe, c'est que, si on prend un peu de hauteur et par rapport aux questions de souveraineté, nous sommes dans un pays où l'État est hyper fort en théorie. Le grand paradoxe, c'est que dans les pays occidentaux, nous sommes l'État qui est le plus interventionniste, l'État qui dépense le plus d'argent, qui redistribue le plus d'argent, qui est le plus socialisé. Et c'est un État qui, parce que précisément, il n'a pas mis son rôle au bon endroit, qui n'a pas fait le travail de compétitivité, d'attractivité suffisante dans son économie, se révèle extraordinairement fragile dans le cadre de la mondialisation. C'est ça qu'il faut corriger maintenant. Cette justice américaine qui met à genoux des entreprises européennes par les méthodes qu'on a très bien comprises dans ce documentaire, c'est quelque chose que vous avez découvert, qui est connu. C'est un phénomène qu'on voit monter en puissance depuis quelques années. Alors après, il faut un petit peu peut-être nuancer les choses, c'est-à-dire que cette intervention extraterritoriale de la justice américaine, c'est devenu effectivement un fait majeur pour toutes les multinationales. Est-ce qu'on est dans une stratégie orchestrée, dans un complot? C'est une question qui mérite. Est-ce qu'on est dans une stratégie orchestrée qui envoie la justice américaine en éclaireur, on va dire, d'un General Electric qui sait déjà qu'il veut racheter Alstom? Voilà, cet alignement-là possible de fait, moi je n'en ai pas la preuve, je ne pense pas qu'on l'ait. Que General Electric saisisse l'opportunité ouverte par l'affaiblissement d'Alstom face à la justice américaine, c'est autre chose. Voilà, je pense que c'est deux choses quand même un petit peu différentes. Et au-delà de ça, et du rachat possible que ça a impliqué dans le cas d'Alstom par General Electric, cette influence de la justice américaine, elle est surtout importante dans la mesure où elle impose des standards aussi, des comportements, des façons de faire à l'échelle mondiale pour toutes les multinationales qui sont en train de devenir incontournables. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire, on voit aujourd'hui sur l'Iran, comment est-ce qu'une entreprise aujourd'hui européenne peut aller ou pas en Iran. Une entreprise américaine a, on va dire, les bons interlocuteurs pour savoir en amont de quelle façon elle peut procéder pour ne pas tomber sous le coup éventuel d'une poursuite judiciaire plus tard. Une entreprise européenne, elle, n'a pas forcément les mêmes contacts, le même vademecum, le même guide d'emploi du marché iranien aujourd'hui, pour ne pas se retrouver éventuellement en butte avec la justice américaine. Et c'est en ça aussi que l'extraterritorialité est un outil de conquête économique plus que de guerre économique. Pour moi, c'est clairement une stratégie. Étonnante. Attendez, si je me permets, en 10 ans, l'entreprise General Electric a racheté 5 sociétés poursuivies par le département de la justice, donc même motif, même résultat pour
General Electric. Et puis, dans votre documentaire, vous dites aussi que d'autres entreprises pourraient subir le même sort. Entreprises françaises. Vous citez Airbus, vous citez Areva, vous citez Sanofi, vous citez la Société Générale. BNP Paribas. Mais BNP Paribas. C'est en fait une stratégie, pour moi, délibérée des États-Unis, puisque le FBI a 200 personnes qui sont en charge du renseignement économique, qu'ils ont des antennes dans 80 pays dans le monde, dans tous les pays développés, pour faire ce renseignement économique, pour regarder quelles sont les entreprises qui pourraient tomber et faire leurs enquêtes et filer ces enquêtes à la justice américaine. Donc on va pas me dire quand même, alors j'ai pas de preuves, bien évidemment, mais tout est orchestré pour que ça soit possible et pour défendre les intérêts économiques américains. Et pendant ce temps-là, nous, de notre côté, que ça soit en France ou que ça soit en Europe, on n'a pas mis les outils, ou on commence juste à mettre des débuts d'outils en place pour établir un rapport de force. En France ou en Europe? Est-ce que c'est encore possible en France d'avoir un parallèle aux États-Unis en la matière? C'est ce qu'on a un peu fait dans la loi Sapin. On a commencé à dire que les lois anticorruption qu'on a votées en France s'appliqueraient aux lois américaines, enfin aux lois d'ailleurs aux ressortissants étrangers, personnes morales, à partir du moment où ils ont une petite présence en France. C'est exactement ce que fait les États-Unis avec nos entreprises françaises. Mais c'est en établissant des rapports de force montrant qu'on a aussi les moyens de se battre de la même façon que font les États-Unis, qu'on évitera la dérive du système actuel, parce que le montant des amendes aujourd'hui, c'est 20 milliards d'euros. Le montant de l'amende qui est en train d'être jugé pour la BNP, c'est 9 milliards. La Deutsche Bank, c'est 14 milliards. Mais c'est des montants comme ça qui sont capables de faire une crise économique majeure en Europe. Si les deux banques, la BNP plus la Deutsche Bank, ont ces montants d'amende à payer, il y aura des effets sur toute l'économie européenne. Vous faisiez référence à des spécialistes du renseignement économique, de l'information économique, appelons ça peut-être plus simplement l'espionnage économique, et qui disaient dans votre documentaire, mais les politiques français, les parlementaires français sont d'une naïveté formidable en matière de renseignement économique. Ils ne veulent pas trop entendre parler de renseignement, et d'une part, et d'autre part, ils sont mal informés, nous dit-il dans votre documentaire, sur ce qu'est l'espionnage économique et la guerre économique depuis la chute du mur de Berlin. Voilà ce que disait un de vos interlocuteurs spécialistes du renseignement économique. Éric Donessé, c'est ce qu'il dit, oui. Alain Juguet partage d'ailleurs le même avis qu'on a interrogé dans le documentaire. Bon alors Gilles Legendre, c'est vrai, il y aura une formidable naïveté dans la classe politique française sur ces questions. Je vous permets de vous interrompre 2 secondes, qui a un peu bougé ceci dit, parce que comme on l'avait dit, il y a une mission parlementaire sur le sujet suite à l'affaire Alstom. L'affaire Alstom a eu un impact. Il y a une mission parlementaire de Karine Berger et de Pierre Lelouch qui a quand même montré que l'affaire Alstom a et des premières mesures dans la loi Sapin 2, vous l'avez dit, grâce à ce rapport, Karine Berger, Pierre Lelouch, qui connaît parfaitement bien d'ailleurs les États-Unis, Pierre Lelouch, sur cette question il y aurait une naïveté, il y aurait une méconnaissance de ces sujets du côté des parlementaires français. Mais oui, c'est le paradoxe que je disais tout à l'heure. Nous avons un état de tradition extraordinairement interventionniste dans le domaine économique, mais c'est vrai que historiquement, il a été d'une grande naïveté par rapport à ce type de guerre qui n'a fait que redoubler. Le sujet, il n'est d'ailleurs pas strictement français. Nous vivons sous un règne d'une idéologie européenne. Alors, la construction européenne, j'en suis un fervent militant et adhérent. Mais il faut reconnaître que l'idéologie dominante européenne est trop libérale sur ces choses-là. Nous avons été naïfs. Tous, Européens, tous confondus. Et on continue de l'être. On continue de l'être et il faut cesser de l'être. Nous pouvons être libéraux sous peine de voir d'autres entreprises subir le même sort. Nous pouvons être libéraux en économie et nous pouvons introduire de la flexibilité, de la concurrence, etc. Et nous sommes pour, mais vis-à-vis des intérêts concurrents, des intérêts européens, nous devons nous armer. Je dois dire, sans rentrer dans la politique politicienne et le débat politique, ça fait partie de notre programme. Que ce que nous voulons proposer aux Européens, c'est de bâtir des frontières qui protègent, mais pas à l'intérieur de l'Europe, au périmètre de l'Europe. Bon, dernière chose, et je profite de votre présence lors de la Rodière, parce que vous étiez là à l'époque. Dans le documentaire, vous dites, à l'époque, les Républicains n'ont pas choisi
de faire jouer leur droit de tirage pour mettre en place une commission d'enquête parlementaire sur le sujet après coup pour essayer de mieux comprendre et peut-être de comprendre tout ce qu'on a compris dans ce documentaire. Pourquoi est-ce que vous n'aviez pas mis à l'époque, les Républicains, en place cette commission d'enquête? Il y a deux raisons. La première raison, c'est que quand vous faites une commission d'enquête, c'est pour avoir des résultats. Et on n'a senti aucun appui de la majorité à l'époque et du gouvernement pour aller creuser l'affaire Alstom. Et donc, quand vous faites une commission d'enquête de l'opposition, c'est politiquement, vous voulez avoir des résultats. La deuxième raison, c'est qu'une commission d'enquête, quand elle est portée par l'opposition cherche à le faire sur un sujet médiatique, d'actualité. C'est une erreur. Certainement. Mais je vous explique la raison. Pour moi, par rapport à ce qu'essaye de sous-entendre le documentaire en disant il y a des relations, et c'est vrai qu'elles existent, mais je ne pense pas que ça soit la raison majeure de non-décision de la commission d'enquête à cette époque-là. Bon, alors vous répondez à Laure de la Raudière. Jacques Méhard, qui lui-même a proposé cette commission d'enquête, c'est ce qu'il nous a dit. C'est qu'il nous a dit qu'il y a des gens qui ne voulaient pas de cette commission. Jacques n'a jamais fait le boulot pour faire son lobby pour que la commission d'enquête passe. Il n'a jamais contacté les députés de la commission Affaires Éco, de la commission des Finances, jamais les députés de son groupe pour que nous pesions sur la décision de la commission d'enquête. Vous voyez, donc je connais bien Jacques et j'apprécie vraiment sa liberté de parole et sa défense des intérêts stratégiques de la France. Il a toujours été impeccable là-dessus. Mais je me souviens de la partie commission d'enquête à l'époque, il n'a absolument pas poussé et fait de lobby pour que ça soit adopté. Alors, dernier mot, Gilles Legendre, sur ce sujet. L'arme juridique, il nous reste vraiment au niveau européen, les outils dont on va pouvoir se doter sont fondamentaux. Mais il y a quelque chose qui est fondamental, c'est le renforcement de notre économie. La première guerre, elle se mène là. Et c'est pas très étonnant qu'on ait eu affaire à des affaires de ce type-là dans une économie qui avait fortement dégradé sa compétitivité au cours des dernières années. C'est la fin de ce droit de suite. Je suis désolé. Merci vraiment à tous les quatre d'avoir participé à cette émission où nous interrogions, vous l'avez compris ce soir, sur les dessous des cartes de l'affaire Alstom grâce à votre documentaire. Vous pouvez bien entendu réagir. À mon avis, les réactions sont nombreuses sur #DDS et notre adresse sur Twitter. Rendez-vous en tout cas à tous et à toutes pour un prochain droit de suite, bien sûr avec son documentaire et son débat. À bientôt.